Bienvenue dans le débat de France 24. C'est une période à haut risque qui s'ouvre en République démocratique du Congo. Une de plus, tant l'expression semble galvaudée s'agissant d'un pays qui n'a pas cessé de connaître des troubles et des violences sur certaines franges de son territoire. Oui, mais la campagne électorale qui débute aujourd'hui est lourde d'interrogations. Malgré l'attente, plus de 2 ans et autant de reports, les élections présidentielles, législatives et provinciales pourront-elles bien avoir lieu à la date prévue, le 23 décembre, dans un mois ? Et si le chef de l'État sortant, Joseph Kabila, n'est pas candidat, son successeur désigné est-il assuré, lui, de s'imposer face à 20 autres candidats et une opposition profondément divisée? Pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Nicolas Ouachidi-Django. Bonjour, vous êtes chargé de communication du FCC en France et le Front commun pour le Congo, la coalition électorale de l'actuel président Joseph Kabila, qui soutient pour sa succession l'ancien ministre de l'Intérieur et secrétaire permanent du parti au pouvoir, le PPRD, M. Emmanuel Ramazani Shadari. Merci d'être avec nous. Je salue également la présence d'Alexandre Kiyedi, représentant de l'UDPS en France. C'est l'Union pour la démocratie et le progrès social de Félix Tshisekedi, qui est candidat après avoir retiré son soutien à Martin Fayulu. Vous nous expliquerez pourquoi. Ouais. Et puis également parmi nous, Antoine Glaser, journaliste et écrivain spécialiste de l'Afrique, co-auteur avec Thomas Hoffnung de Nos chers espions en Afrique. C'est paru chez Fayard. Antoine Glaser, peut-être... expliquons l'enjeu, parce que si le processus électoral va à son terme et réussit, ce serait donc la première transmission de pouvoir sans effusion de sang depuis l'indépendance en 1960 dans ce pays qui est le plus grand d'Afrique subsaharienne et puis aussi le premier pays francophone au monde avec 80 millions d'habitants. Absolument, je veux dire, c'est un vrai défi. Le logistique, c'est impressionnant. Ça veut dire qu'il faut installer 100 000 machines à voter. Comme vous l'avez dit, c'est quand même le plus grand pays du continent africain. Ça fait 4 fois la France en superficie. Je veux dire, c'est un pays gigantesque avec l'enjeu, c'est que, maintenant, il y a eu des changements aussi au niveau constitutionnel, donc c'est à un seul tour. C'est pour ça que l'opposition a tenté pendant une période d'avoir un seul candidat, parce que c'est pas facile. Et aussi, c'est quand même, non seulement des présidentielles, provinciales, et aussi des députés pour l'Assemblée nationale. Donc c'est quand même, c'est très lourd sur le plan logistique, sur l'ensemble de ce pays continent. Il y a à peu près 40 millions d'électeurs, déjà des contestations sur les machines à voter, sur aussi le scrutin. Donc c'est quelque chose qui est vraiment gigantesque, avec des observateurs. L'Union européenne, finalement, n'enverra pas d'observateurs parce que le parti au pouvoir, enfin le gouvernement ne veut pas de l'Union européenne, d'autant plus que son candidat a des problèmes avec l'Union européenne. Les Américains ne sont pas vraiment là, et en fait, ça sera vraiment surtout les observateurs africains de la SADC, de l'Afrique australe, et vraiment quelque chose d'assez intérieur au continent africain. Mais c'est observé par l'ensemble des pays voisins, parce que c'est très très important ce qui va s'y passer. Je salue l'arrivée entre-temps parmi nous d'Olivier Kamitatou, directeur de cabinet et porte-parole de Moïse Katumbi, qui soutient jusqu'à nouvel ordre la candidature d'union de l'opposant Martin Fayulu. Là aussi, on aura l'occasion d'en reparler. La campagne est donc lancée. Joseph Kabila a présidé une réunion avec son dauphin désigné, l'ex-ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadari, et les cadres de sa coalition, le Front commun pour le Congo, dans sa résidence privée de Kingakati. C'est à une 50aine de kilomètres à l'est de Kinshasa, alors que du côté de l'opposition, Martin Fayulu, lui, de retour d'Europe hier, a été salué à l'aéroport par plusieurs centaines de ses supporters. Regardez. Une telle réunion est rare en République démocratique du Congo. Nous sommes dans la ferme de Kinkakati, la résidence privée du président Joseph Kabila, à une 50aine de kilomètres de la capitale Kinshasa. Sont présents son dauphin, des cadres de sa coalition, mais aussi des journalistes. Une réunion pour lancer officiellement la campagne électorale. La présidentielle approche à grands pas, elle a lieu le 23 décembre prochain. Un scrutin qui va tourner la page de l'ère Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001. Invoquant des raisons sécuritaires et logistiques, le président congolais avait repoussé à 2 reprises le vote initialement prévu en 2016. 21 candidats ont été retenus, parmi eux Martin Fayulu, l'éphémère candidat unique de l'opposition, mais aussi Emmanuel Shadari, le successeur désigné de Joseph Kabila. Grande nouveauté cette année, l'utilisation massive de machines à voter électroniques. L'État congolais en a acheté plus de 100 000,
Une grande première qui soulève des interrogations pour la Fédération internationale des droits de l'homme. Des questions logistiques et des questions techniques qui sont posées. Il y a la question de l'acheminement de ces machines et puis, encore une fois, les risques qui sont portés sur la contestation électorale avec l'utilisation de ces machines. Des machines à tricher selon l'opposition. Elle demande que des bulletins papier soient utilisés afin de garantir un résultat indiscutable. Outre de possibles fraudes, on redoute des violences. Samedi déjà, 3 militants pro-Kabila ont perdu la vie dans la région du Kasaï. Voilà, alors pour résumer d'abord et partir du début, Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001 ne pouvait plus se représenter d'après la Constitution. Son mandat a expiré voilà 2 ans déjà. Des difficultés financières sont alors invoquées et la Cour constitutionnelle autorise Joseph Kabila à rester en poste initialement jusqu'à avril 2018 avant qu'il ne prolonge un nouveau report et qu'il finisse lui-même par attendre le jour limite de dépôt des candidatures pour désigner en août dernier Emmanuel Ramazani Shadari comme le candidat qu'il soutient lui pour cette élection présidentielle. Nicolas Wetchidi Django, est-ce le résultat des pressions internationales? Non, ce ne sont pas les résultats des pressions internationales. Nous avons, d'ailleurs, je salue au passage Monsieur Joseph Kabila Kabange, qui s'est engagé à respecter la Constitution, donc unilatéralement. Il n'a pas pu obtenir une pression de qui que ce soit. Il a respecté la Constitution, il s'est organisé suffisamment. Après 2 ans quand même de report. Il y a eu des accords, il y a eu suffisamment des accords. Nous avons des organismes internationaux, notamment la SADC qui était aussi de la partie, sans parler d'autres facilitations qu'on a pu obtenir. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, s'est engagé à respecter la Constitution et nous avons une preuve jusqu'à aujourd'hui. Il nous a présenté une personne qui, parmi toute la classe politique congolaise, est la mieux placée, la personne la mieux placée pour nous conduire à ces élections, à cette élection présidentielle particulièrement, c'est M. Emmanuel Shadari. Emmanuel Ramazani Shadari, l'une des 15 personnalités congolaises sous sanction de l'Union européenne pour atteinte aux droits de l'homme lorsqu'il était ministre de l'Intérieur entre décembre 2016 et début 2018. Est-ce que ça ne va pas lui poser un problème demain pour gouverner s'il est élu? Je profite de ces plateaux pour vous dire que M. Emmanuel n'a jamais été écouté, donc unilatéralement, donc soi-disant sanction de l'Union européenne qui unilatéralement, nous savons que même dans nos écoles, on nous disait, je me rappelle bien d'un professeur qui me disait, l'émotion est nègre et la raison est hellène, la raison est européenne. Quand vous voulez sanctionner un enfant, mettez-vous à sa place. Allez-y, cherchez pourquoi, expliquez-lui également pourquoi il doit être puni. Emmanuel n'a jamais été approché par qui que ce soit. Vous avez la justice, nous avons nos institutions. De quel droit vous voulez unilatéralement sanctionner nos autorités? Ça, nous n'avons pas avalé cette décision de l'Union européenne jusqu'à aujourd'hui. Alexandre Kiedi, que reprochez-vous à Emmanuel Ramazani Shadari aujourd'hui? Et on parlera évidemment après de votre candidat. Merci beaucoup. Je viens d'écouter mon confrère. Je suis même triste, mais heureusement le ridicule ne tue pas. Puisque si Kabila a accepté de choisir Ramazani, c'est parce qu'il était bien obligé. C'est depuis le 19 décembre 2016, normalement, que son mandat était fini. Mais on est aujourd'hui en 2018, 2 ans après. C'est-à-dire qu'il tentait par tous les moyens de glisser, comme on le dit, couramment, de glisser. Et là, il était bien coincé. Il était bien obligé de dire la Constitution m'oblige à rester que 2 ans, je ne peux pas faire au-delà. Alors, il faut que j'ai choisi un mentor comme Ramazani pour le remplacer. Mais Ramazani, lui, ça ne date pas d'aujourd'hui, Ramazani. Ramazani, c'est depuis Mobutu. C'est quelqu'un qui a occupé des responsabilités depuis Mobutu. Il était déjà gouverneur depuis Mobutu. Il sait lui-même ce qui traîne derrière, des casseroles et des casseroles de morts, des cadavres et des cadavres. Ce sont des gens qui ont fait du mal aux Congolais. Qu'aujourd'hui, ils essaient de se racheter par d'autres moyens. Mais il promet 86 milliards de dollars sur 5 ans pour le développement de la RDC. Est-ce que ce n'est pas une mesure bienvenue? Mais je vais vous dire, moi je suis enseignant quand même en économie. Des 4 milliards passés à 86 milliards, il y a quand même un grand fossé. Je pense que si le budget de l'État est aujourd'hui à 4 milliards, le faire passer ce budget-là à 86 milliards, il faut vraiment qu'il y ait des multiplicateurs, je ne sais pas,
vouer à autre chose pour pouvoir faire marcher l'économie ainsi. Il faut qu'il soit modeste. Ce n'est pas comme ça que l'économie marche. Même si on pense que la croissance peut amener quelque chose, mais la croissance n'est pas une machine à fabriquer la production. Olivier Kamitatou, est-ce qu'aujourd'hui, dans la continuité, la République démocratique du Congo peut trouver les moyens de son développement ? Vous l'avez évoqué, Emmanuel Ramazani parle de continuité. Son gouvernement, duquel il est issu, a voté un budget de 5 milliards. Et du jour au lendemain, il veut passer à 86 en 5 ans. Mais je voudrais revenir sur ce que vient de dire notre ami de la majorité, qui voudrait s'arroger le beau rôle avec Joseph Kabila, hyper démocrate. Je pense qu'il ne faut pas oublier tous les martyrs. Tous ceux qui ont été fusillés sur le parvis des églises, de Rossi Chimanga, Thérèse Kapangala, jusque récemment, les 2 étudiants qui ont été tués, Hyacinthe et Rodrigue. Quand un régime confond une université avec un terrain de chasse, quand il y a des centaines de fausses communes qu'on vient d'évoquer, on ne peut pas dire qu'il soit allé le cœur allant vers les élections. On l'y a contraint. On lui a contraint depuis que nous lui avons dit, nous qui étions de la majorité, qu'il n'y aurait pas de 3e pénalty, et c'était Moïse Katumbi. Ensuite, effectivement, la société civile, le comité laïque de coordination, les églises, le peuple entier s'est levé, parce que le peuple est impatient d'une chose, c'est la rupture, le changement et un nouveau Congo. Imaginons aujourd'hui, des millions de téléspectateurs nous écoutent, si M. François Hollande est encore au pouvoir aujourd'hui, il demanderait encore quelques mois. Non. Nous avons contraint Joseph Kabila à plier. Il l'a fait contre son gré. Des millions de Congolais ont manifesté. Des centaines ont été tués. Des milliers ont été enterrés dans des fosses communes. Le plus grand des combattants de la liberté, Étienne Tshisekedi, est toujours dans sa morgue. Et tout ça, vous voulez dire que c'est un grand démocrate qui donne des élections? Je ne vais pas vous laisser continuer. Je ne vais pas. Je suis désolé. Je ne vais pas vous laisser. Je ne vais pas vous laisser faire croire à l'opinion internationale qu'aujourd'hui vous allez changer. Monsieur Olivier Kamitatou, vous n'avez pas changé. Vous voulez continuellement rester caméléon? Vous avez participé suffisamment aux côtés des chefs de l'État. Vous lui avez fait allégeance. On ne dresse pas le procès d'Olivier Kamitatou ici. Vous lui avez fait allégeance. Et c'est pour ça que nous l'avons quitté. Parce que c'est un homme qui ne respecte pas sa parole. C'est un homme des paroles. Il ne respecte pas sa constitution. Nous avons des institutions. Vous avez contribué. Nous avons nos institutions. Nous avons la justice qui fait... Nous avons une justice crédible qui fait... C'est cela. Qui fait... écoutez... Nous avons une justice. Vous avez suffisamment contribué aux côtés de tous ces gens-là. Il ne faut pas faire croire aux gens. Nous allons parler de la justice. Aujourd'hui, nous sommes dans une jungle, alors que vous êtes suffisamment aux côtés des gens qui, peut-être par nostalgie, vous envoient tout simplement... Écoutez, au jour d'aujourd'hui, je vous invite tout simplement à contribuer pour que notre population se retrouve. La population a besoin du calme. Nous voulons être derrière Corneille Nangaa, qui est l'Assemblée nationale, que vous avez été dans l'Assemblée nationale, a mis en place cette structure présidée aujourd'hui par Corneille Nangaa, qui nous amène. Nous avons pris un virage, c'est dommage. C'est aujourd'hui que ça a commencé. Nous devons aller aux élections, tout simplement. Antoine Glaser, est-ce qu'il n'y a pas effectivement une difficulté? On a vu un certain nombre de personnalités politiques, à des degrés divers et à des moments divers de l'histoire récente de la République démocratique du Congo, participer au pouvoir. Ça a été le cas de Vital Kamerhe, ça a été le cas de Moïse Katumbi. Est-ce qu'aujourd'hui, ces personnalités ne sont pas en difficulté au moment de dresser le bilan des années Kabila? Oui, mais ce qui est vraiment important, effectivement, c'est très difficile, effectivement, par rapport à tout ce qui a pu se passer, par rapport aux morts, etc. Il ne s'agit pas non plus de passer l'ardoise magique sur la justice et les morts. Mais c'est vrai que là, au stade où l'on en est, il y a un mois de campagne présidentielle, il y a les élections qui doivent avoir lieu le 23 décembre. Le vrai sujet, actuellement, c'est l'opposition dit, les candidats de l'opposition disent, nous, on ne boycottera pas cette élection, on ira à cette élection. Mais à la fois, en même temps, comme on dit souvent à Paris, en même temps, on dit, oui, mais on n'est pas d'accord pour les machines à voter. Les machines à voter, on va parler de ce point, parce qu'il est important. Déjà, c'est déjà très important, chacun se prononce là-dessus. Mais je veux dire, c'est plus le moment maintenant de refaire toute l'histoire. Il y a un certain nombre de gens qui ont effectivement, Moïse Katumbi, même Jean-Pierre Bemba, a été vice-président à un moment donné, il s'est fait évincer, etc. Donc, la vraie difficulté, c'est finalement, vous avez un pouvoir, et on sait bien qu'en Afrique,
il y a quand même une prime, faut le dire, au président sortant, qui a quand même tous les moyens de l'État. Vous avez d'un côté des candidats il faut aller mettre $1 million sur la table. Du côté du parti au pouvoir, je veux dire du front commun, c'est quand même $20 millions. Donc il y a des moyens qui sont bien plus importants. Et la difficulté, c'est que les opposants, qui étaient du 9 au 11 novembre, qui ont été ensemble à Genève, n'ont pas réussi à s'entendre sur un candidat unique. C'est à un tour. Avant, c'était à 2 tours. En fait, ça a changé maintenant. C'est une élection qui pénalise l'émiettement. Absolument. C'est très clair. Absolument. L'opposition congolaise, vous venez de le dire, aborde donc cette campagne en ordre dispersé, puisqu'après un très éphémère accord à 7 conclu à Genève sur la candidature commune de Martin Fayulu, sitôt désigné, eh bien 2 des signataires, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, sont revenus sur leur engagement de se désister en sa faveur à l'élection présidentielle. Pour quelles raisons, Alexandre Kiyedi? Pour des raisons pratiques, je dirais. Pourquoi Félix Tshisekedi s'est désisté? C'est plus qu'au départ, on est bien parti. Si on revient aux fondamentaux, on était bien parti. L'IDPS voulait... Vous êtes parti vite aussi. Oui, on est bien parti vite. Suite à quelque chose, vous entendrez. Puisque vous m'entendrez vous dire la raison. L'IDPS voulait rassembler l'opposition congolaise. Le président Tshisekedi l'a fait à Genval, où il a appelé tout le monde. Ce n'était pas un appel de pied. C'était un acte volontaire, républicain, citoyen pour tous les opposants congolais. Ils sont tous venus. Nous sommes créés des liens solides pour que nous allons en avant et arracher le pouvoir entre les mains de Kabila. Puisque le peuple congolais était arrivé au bas de l'échelle. Le Congo est martyr, le peuple est au bas de l'échelle, il n'en revient plus. Alors pourquoi? Quand on est parti à Genval, on a créé le rassemblement qui marchait bien, tout le monde était là, tout le monde avait posé sa signature, c'était clair et net, il n'y avait pas de cachotterie, non, tout le monde est venu avec enthousiasme, c'était bien. On a continué avec eux jusqu'à ce qu'on a eu gain de cause avec le dialogue de Senko, conduit par le président Félix lui-même et tous les restes des membres de l'opposition. Tous les 7 même étaient là, oui. sauf Bemba, l'MLC, qui n'a jamais, je me pose même la question s'il est dans l'opposition ou pas, parce qu'il n'a jamais été aux côtés des opposants. Jean-Pierre Bemba. Il a toujours été... Alors, pourquoi avoir retiré le soutien à Martin Fayulu? On va arriver au terme de cette première partie. Nous nous sommes sentis floués. Nous sommes partis avec de bonnes raisons de pouvoir conclure un accord. Floués sur quoi? Floués sur la manière dont les choses sont déroulées. D'abord, on a vu une association qui est venue pour nous gérer. Oui. Les amis de Kofi Annan. On ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Ils sont venus pour nous gérer. Vous aviez accepté quand même au départ. Dans un premier temps, on a fait confiance à ceux qu'ils connaissaient. Ceux qu'ils connaissaient, c'était Jean-Pierre Bemba, Moïse et les autres. Bon, on s'est dit... Félix Tshisekedi a fait allusion à une demande qui aurait été inacceptable formulée par Martin Fayulu. Il n'a pas fait une demande, Félix Tshisekedi. Il a dit, bon, on y va. Oui. On a continué. On arrive, on pose des conditions. On dit pour choisir un président, il faut que ce soit dans un consensus de tous ces 7 membres. Que ce soit consensuel. Il a mis au défi de révéler des éléments de cet accord. Donc, j'y vais. Quand on arrive là-bas... Alors, on arrive au terme de cette première partie. Je vais vous laisser reprendre dans un instant parce que malheureusement, il faut qu'on marque une courte pause. Et je vous demanderai effectivement de reprendre pour nous expliquer la position et la raison pour laquelle vous ne soutenez pas Martin Fayulu. Il ne faut pas que ça aille trop dans les détails parce qu'on n'arrivera pas à tenir la durée du débat. Merci beaucoup en tout cas. On vous retrouve dans un instant. Merci. Si on ne fait pas le détail, on comprend. On est toujours ensemble sur France 24. Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce jeudi 22 novembre. Ils sont 18 Saoudiens interdits d'accès désormais au territoire français et dans l'espace Schengen. Première sanction de la France après l'assassinat le mois dernier du journaliste Jamal Khashoggi au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Donald Trump rompt une nouvelle fois avec la tradition aux États-Unis. En pleine période de Thanksgiving, le président s'en prend au chef de la Cour suprême, le dirigeant de la plus haute juridiction du pays. Pourtant conservateur, John Roberts avait reproché au chef de l'État ses critiques envers les juges. Et puis qui pour succéder à Joseph Kabila au pouvoir depuis 18 ans en République démocratique du Congo? Ils sont une vingtaine de candidats, parmi eux un successeur désigné et une opposition divisée. Début de la campagne à un mois des élections présidentielles et législatives, c'est le thème du débat. Deuxième partie tout de suite.
Retour au départ sur France 24 et c'est donc le 23 décembre prochain que les électeurs de République démocratique du Congo choisiront leur nouveau président qui pour succéder à Joseph Kabila qui n'est pas candidat mais qui a néanmoins désigné son successeur. Avec nous pour en parler, le chargé de communication du Front commun pour le Congo, c'est la coalition électorale du président Joseph Kabila qui soutient donc pour sa succession l'ancien ministre de l'Intérieur et secrétaire permanent du parti au pouvoir, le PPRD, Emmanuel Ramazani Shadari. J'accueille donc à mes côtés Nicolas Vecchi Django. Également, toujours parmi nous, le directeur de cabinet et porte-parole de Moïse Katumbi, qui lui n'est pas candidat, il n'a pas pu se présenter, on expliquera dans quelles conditions, et qui soutient donc la candidature d'union de l'opposant Martin Fayulu. Olivier Kamitatou, merci à nouveau d'avoir accepté notre invitation. Parmi nous, Antoine Glaser, journaliste écrivain spécialiste de l'Afrique, co-auteur avec Thomas Hoffnung de Nos chers espions en Afrique, c'est paru chez Fayard. Et puis, toujours avec nous également, Alexandre Kiyedi, représentant de l'UDPS en France, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social de Félix Tshisekedi, qui lui est bel et bien candidat après avoir retiré son soutien à Martin Fayulu. Expliquez-nous donc à nouveau pourquoi, ou terminez de nous expliquer la raison pour laquelle donc, Félix Tshisekedi ne soutient plus Martin Fayulu, malgré cet accord à 7 conclu à Genève autour de cette candidature qui devait être commune. J'en viens à ce que je disais. Je commencerai par le rassemblement qui a été créé. Et puis, on s'est créé des amis. On s'est dit, bon, on resterait ensemble pour pouvoir travailler ensemble afin d'arracher le pouvoir à Kabila. On arrive en Belgique d'abord. Les leaders se sont rassemblés. Ils se sont dit, bon, nous allons choisir un candidat commun. Et puis, ils sont partis à Pretoria. Les pourparlers ont permis de pouvoir dégager 8 critères de base pour pouvoir choisir ces candidats communs. 8 critères de base, allant des études faites jusqu'au niveau de gérance, de management du parti. Tout le monde était d'accord sur ces 8 critères-là. Et puis au dernier moment, quand ils sont arrivés à Genève, on voit il y a le fameux fonds comment ça s'appelle encore? Fondation Kofi Annan d'Afrique du Sud. Qui vient d'apparaître. Nous ne le connaissons pas. On s'est dit, bon, on fait confiance à ceux qui les connaissent plus que nous devons nous faire confiance en amitié. Alors, ils sont venus, ils ont préparé tout. Lors de la réunion de Genève, là, tout le monde était là. Nous ne voulons même pas partir, mais le président Félix a dit, il faut que je parte, sinon la chaise vide va nous coûter cher. Les autres vont nous critiquer. Il faut que je sois là. C'est la présence de cette fondation Kofi Annan qui vous a poussé, en tout cas, après coup, à revenir sur cet accord? Non. C'est le comportement de nos amis. La manière d'agir. On ne trahit pas des amis. Mais en quoi ont-ils trahi? En quoi ont-ils trahi? Ils savent eux-mêmes tout ce qu'ils ont dit avant même l'élection, le samedi, le matin, tout ce qu'ils ont dit. Ils se sont dit, tout le monde avait dit, nous allons choisir Félix puisqu'il remplissait les conditions nécessaires pour être choisi. C'est donc le fait que votre candidat, Félix Tshisekedi, n'ait pas été choisi qui explique... Je finis, ne soyez pas vite au besoin, je vais finir. Mais je pense que même pour les gens qui nous regardent, on a hâte de comprendre. D'accord. Et là, quand ils sont partis, ils ont formulé le vœu pour le choix du candidat. Le vœu était basé sur le consensus, je répète encore, c'est que tout le monde a vu par rapport aux critères, devait choisir. Mais on arrive en plein pour parler, les règles changent. On doit élire. Donc, il a signé. Et pourquoi est-ce que Félix Tshisekedi, il a signé? Mais ils n'ont pas signé à ce moment-là. Ils ont signé avant. Ils n'ont pas signé à ce moment-là. Ils ont signé avant. Ils ont signé avant la désignation de Martin Fayulu. C'est ce que vous nous dites. Ouais, voilà. Donc avant de connaître les conditions de cette élection que vous réprouvez. En plus de ça. Pour vous, il n'est pas représentatif, Martin Fayulu, de cette opposition? Je ne dis pas ça. Mais je dis seulement que les 7 autres, les 6 autres avec nous qui avaient conclu l'accord devaient respecter l'accord conclu. Ils ne devaient pas commencer à triander, à chercher à vouloir faire passer quelqu'un alors qu'il n'avait pas de mérite d'être là. Olivier Kamitatou, vous soutenez Martin Fayulu par loyauté envers Moïse Katumbi qui soutient lui aussi? Non. Je crois qu'il ne faut pas prendre de raccourcis ou raconter des fariboles et des boniments.
s'ils se sont retrouvés à Genève, c'est qu'il y avait un problème. C'est qu'il fallait un candidat commun, comme l'a dit M. Antoine Glaser, rassembler les forces. Et je crois que l'accord de Genève a été très précis. 7 objectifs sont poursuivis par cette coalition. Le premier, c'est effectivement réaliser une alternance à travers des élections qui soient crédibles, transparentes, inclusives et apaisées. Et ça, c'est le premier objectif. Entre 4 personnalités, au moins 4 personnalités fortes. 7 personnalités. 7 personnalités se sont retrouvées et il n'y avait pas des messes basses et des compromis préalables. C'était transparent. Et je pense que la fondation Kofi Annan ne peut pas être fustigée comme vous le faites. Paix à Kofi Annan. Non. Et paix à Kofi Annan. Non, tout à fait. Non, simplement, je pense qu'ici, il y a eu des engagements qui ont été pris, des signatures qui ont été données, et il y a 2 types d'hommes politiques. Ceux pour lesquels qui disent mon honneur m'est plus précieux que ma vie, et puis d'autres qui disent l'honneur perdu ne se retrouve plus et il l'oublie. Et je crois qu'en ce qui concerne Moïse Katumbi, qui soutenait Félix Tshisekedi, et il ne s'en est jamais caché, il le soutenait quand ils se sont retrouvés entre candidats validés. Quand ils se sont retrouvés entre candidats validés, chacun a présenté ses arguments et personne ne sait ce qui s'est passé dans cette salle. On le saura après. Eh bien, une parole donnée est une parole donnée, elle ne se reprend plus. Une signature engagée est engagée. Et je crois que cette signature, quand tout le monde la pose sur ce document et qu'on se rétracte quelques heures plus tard sans donner de justificatif précis, bon, là, l'histoire jugera. Mais en ce qui nous concerne, Martin Fayulu est un très bon candidat. Il a toutes les qualités pour représenter cette coalition et pour défendre les valeurs derrière lesquelles nous sommes engagés. Alors on va l'entendre peut-être pour savoir, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est Martin Fayulu. Écoutez-le, c'était à son arrivée donc hier. L'état d'esprit est que nous devons à tout prix arracher l'alternance démocratique, c'est-à-dire pour arriver à ça, il faut les élections. Mais lesquelles élections ? C'est notre objectif, c'est des élections crédibles, c'est-à-dire élections avec bulletin papier et sans machine à voter, avec un fichier clair, nettoyé, pour que les Congolais, demain, quand ils auront posé l'acte, que le résultat soit en concordance avec l'acte qu'ils auraient posé. Voilà, ces fameuses machines à voter. On va en parler dans un instant, mais peut-être un mot d'abord, Antoine Glaser. Comment vous comprenez-vous ce qui s'est passé autour de ce candidat qui, du jour au lendemain, n'était plus candidat d'Union pour ces 7 ans? Moi, je suis un petit blanc des bords de Seine, donc je vois ça, évidemment, du haut de ma fenêtre. Je sais que j'étais pas dans le secret des dieux, mais très honnêtement, c'est quand même une occasion manquée. C'est une formidable occasion manquée. Vous avez Martin Fayulu, qui était justement pas quelqu'un qui était un candidat d'un petit parti, d'un petit parti. Parce que c'était le plus petit dénominateur commun entre eux. Mais était-ce forcément le bon choix, étant le plus petit dénominateur commun? Oui, bien sûr. C'était le bon choix. Comme ça évitait. Parce que il faut pas. Candidat par défaut? Non, mais il faut aussi dire que ça a été très loin. Ils s'étaient déjà répartis les postes. Avec Jean-Pierre Bemba qui était Premier ministre, Moïse Katumbi qui s'occupait de l'économie et des finances. Il y avait une vraie stratégie pour une fois. On critique toujours depuis de l'extérieur l'opposition. Pour une fois, il y avait une vraie stratégie. Ça veut dire, il disait voilà, il s'était réparti, sorte de gouvernement d'union nationale. Il y avait des élections qui devaient avoir lieu à nouveau dans 2 ans. C'est-à-dire, si Martin Fayulu avait été ou sera élu, à partir du moment où il prépare des élections dans les 2 ans, et à ce moment-là, on remet les compteurs à zéro. Ça permet de réintroduire un certain nombre de candidats qui n'ont pas été retenus. Donc, je veux dire, c'était quasiment, et dans une période, dans un pays compliqué, et encore une fois, avec une logistique incroyable. La seule chose que moi, je ne comprends toujours pas, et j'aimerais bien qu'on m'explique, c'est comment Martin Fayulu peut continuer à dire qu'il n'accepte pas les machines à voter à 1 mois du scrutin. Ça jette un trouble quand même sur la fiabilité du scrutin. Ces machines, il faut expliquer ce que c'est. C'est un écran tactile qui va permettre de choisir les candidats et d'imprimer les bulletins de vote. C'est totalement fiable. Il n'y a pas de risque de coupure de courant, par exemple, dans des bureaux de vote qui pourraient être tentés de voter massivement contre le candidat du pouvoir? C'est pratiquement fiable. Donc, avant de revenir sur ces sujets de machines à voter, je voudrais préciser qu'aujourd'hui, les 7 candidats qui se sont retrouvés à Genève sont dans la boue. Vous avez suffisamment remarqué. Ils ont une stratégie non avouée à la population. Ils se sont retrouvés tous à Genève, alors qu'en temps normal, ils se communiquent,
ils communiquent entre eux en temps normal. Ils sauraient retrouver à Kinshasa ou ailleurs dans un coin du Congo pour essayer de retrouver entre eux un consensus, trouver un candidat commun, chose qu'ils n'ont pas pu obtenir. Donc ils ont préféré effectuer un voyage tranquillement via Genève où ils se sont retrouvés derrière la fondation. Donc c'est tout à fait salutaire. Rentrer quand même. Hein. C'est tout à fait salutaire. Ça, au moins, nous avons à les saluer. Chose que je voudrais Vous réprouvez dire... l'action au passage de la Fondation Kofi Annan qui s'implique dans les affaires non, c'est une fondation de la République démocratique du Congo. C'est une fondation pour la paix. C'est une très belle fondation. Ça, c'est normal. Par contre, ce que je voudrais dire, derrière ces 7 candidats qui se sont retrouvés à Genève pour essayer de trouver un candidat commun, je vais remarquer, nous avons plutôt remarqué qu'il y a d'abord un consensus pour trouver un candidat commun qui est Martin Fayoulou. Pas de base, par contre, avec possibilité, au bout de 2 ans, de revenir pour organiser une élection au-delà de ce qui est prévu dans la Constitution. Donc vous dites un candidat commun par sursis? Par sursis, mais entre-temps, hormis la Constitution, il devait réformer et réorganiser les élections présidentielles. C'est bien. Par contre, je fais savoir également que cette élection que nous organisons, pour laquelle la campagne a commencé aujourd'hui, devient une élection inclusive. Parce que nous avons retrouvé tous les déçus, enfin nos amis qui n'ont pas pu être candidat, sauf Moïse Katumbi. Se retrouve. Moïse Katumbi a valise la candidature donc de oui, mais enfin, il a quand même, il n'a pas pu se rendre. Comment expliquez-vous qu'on ne lui ait pas permis de se rendre en République démocratique du Congo, qu'il était bloqué non, il a été bloqué à la frontière au moment où il comptait déposer sa candidature, donc avant la date limite de dépôt des candidatures. Il est resté à la frontière zambienne. Il est sorti du Congo parce qu'il a demandé à sortir pour des raisons de santé. Donc pour repartir également, il nous faut des conditions comme dans toutes les nations du monde. Donc il faut repartir en remplissant toutes les conditions pour accéder, pour revenir effectivement au pays. Donc il n'a jamais été... Et Jean-Pierre Bemba je peux donner quelques précisions. On ne lui a jamais interdit de revenir au pays. Et Jean-Pierre Bemba? Jean-Pierre Bemba est revenu par la grande porte. Oui, il a été lui... royalement. Oui. C'est plutôt au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais déjà, ce que je voudrais en application de la CPI, ce que je voudrais mettre à l'avant, c'est le fait qu'ils ont participé à trouver un candidat commun aujourd'hui, Martin Fayoulou, qui n'a même pas de base. Ça, c'est déjà bien. Mais au moins, acceptons tous aujourd'hui sur plateau que nous avons forcément une élection inclusive. Olivier Kamitatou va répondre sur le cas spécifique de Moïse Katumbi. Pour vous, il est empêché. Le mensonge est gros, et plus on essaie de faire passer cela comme étant vérité. Mais j'étais à Kasumbalesa. Moïse Katumbi veut se présenter, déposer sa candidature en bonne et due forme dans les délais prescrits par le calendrier de la CENI. Il demande d'abord une autorisation d'atterrissage de son avion et lui est refusée. Il décide de prendre la route. La frontière est bloquée. Pendant plus de 48 heures, des centaines de camions de part et d'autre, puisque c'est la seule route d'évacuation des produits miniers. 2 morts à Kasumbalesa, parce que la population attend, veut accueillir Moïse Katumbi. Là, tous les services congolais ont déserté, l'armée s'est déployée pour un seul homme, qui n'a pas d'armes, qui vient déposer sa candidature. Monsieur Olivier, j'étais présent, vous avez été aux affaires. Je suis un témoin, j'étais présent, Moïse Katumbi a voulu prendre un vol régulier, c'est ce qu'on lui a dit. Tout d'un coup, tous les services de l'État reçoivent un document pour interdire ceux qui n'ont pas de passeport biométrique de voyager. Non, tout a été fait pour bloquer. Dans toutes les nations du monde, respecte-moi l'ordre. Nous vous avons laissé parler. Respecte-moi l'ordre. Alexandre Kiedi, votre mot sur le cas de Moïse Katumbi. Est-ce que vous déplorez le fait qu'il n'ait pas pu se présenter? Je le déplore. Je le déplore parce que si on le considère comme citoyen congolais. Citoyen congolais, mais il faut un passeport, il faut un billet, il faut un document de voyage. C'est ce que je voulais dire moi, parce que moi, j'ai besoin de faire comprendre aux Congolais pourquoi Félix Tshisekedi a retiré sa signature. Pourquoi? Il y a des raisons. Il a retiré sa signature. Félix Tshisekedi, ça c'est moi qui... Pardonnez-moi, raconter aussi des bêtises. Félix Tshisekedi, pourquoi... Unilatéralement, il a même fait sa déclaration. On le laisse... Moi, je suis le leader PES. Vous n'êtes pas le leader PES. Moi, je sais ce que j'ai dit.
Monsieur, s'il vous plaît, soyez sa déclaration. Alexandre Kiedi, s'il vous plaît. On est effectivement sur ce point depuis une demi-heure maintenant. Nous sommes de l'UDPS. L'UDPS, c'est un parti politique. Oui. Un parti politique géré par des hommes valables et tout. Oui. L'UDPS a aussi son congrès. Le congrès qui est l'organe suprême du Valable parti. quand on est leader, on est L'UDPS a son congrès. Qui est l'organe suprême, son congrès. qui est l'organe suprême du parti, qui donne des directives pour les partis. Le congrès de l'UDPS du mois de mars dernier, du 30 au 31 mars, a élu Félix comme président du parti. Il lui a aussi confié une mission, qu'il soit pour l'UDPS le seul et l'unique candidat aux élections présidentielles. Donc pourquoi aller à une réunion avec d'autres opposants pour valider la candidature éventuellement d'une tierce personne? Puisqu'il avait mandat pour l'UDPS pour être lui-même candidat. On avait confiance aux amis qui nous ont promis. Il va annoncer un ticket avec Vital Kamere comme non. S'il y a un temps, s'il parle avec Vital Kamere, c'est plus que. Mais au stade actuel, déjà, la Commission nationale électorale ne permet pas. Il n'y a aucun article qui permet attendez, à un candidat de retirer sa candidature. Donc Vital Kamere est candidat justement. C'est ça les grands problèmes. C'est ça les grands problèmes pour nous. Parce que vous ne voulez pas que les autres puissent faire entendre les raisons. Vous voulez que vous parlez. Nous venons de prendre un virage. Nous allons aller aux élections. Messieurs, ne récusez aucun des éléments. Nous n'avons pas dit que nous n'irons pas. Nous avons dit que nous irons aux élections, machine ou pas machine. Antoine Glaser, deux questions. Est-ce que ces élections sont organisées avec toute la sincérité nécessaire en tout cas, toutes les précautions nécessaires pour permettre un résultat sincère dans un mois et qui reflètent la volonté des Congolais, compte tenu, encore une fois, des personnalités qui ont pu ou pas se présenter à ce scrutin? Par rapport au glissement électoral de ce pays, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait des élections, que ça soit des élections qui vont être elles sont déjà contestées, ne serait-ce qu'un certain nombre on entend en particulier Martin Fayoulou qui dit il n'accepte pas les machines à voter. Ça va pas changer maintenant. Il y a 100 000 machines à voter. Il y en a 40 000 c'est arrivé à Kinshasa, avec beaucoup de difficultés. Mais il faut savoir que il y a déjà eu une occasion ratée à Genève, manquée. C'est vrai que peut-être que Félix Tshisekedi pensait qu'il arrivait là-bas pour être le candidat de l'ensemble de l'opposition. Ça n'a jamais été dit par les autres membres des chefs de l'opposition. Mais ce qui est très important, c'est qu'il y a une occasion de sortir d'une situation de crise dans ce pays. Il y a vraiment une occasion. Pardonnez-moi, mais il y a déjà un candidat c'est Seth Kikuni qui demande à la CENI de reporter le scrutin. Parlons sérieusement. Un pays où la desserte électrique est de moins de 10%, où on impose des machines à voter. Monsieur Glaser, nous n'allons pas vers des élections. Oui. Ce ne sont pas des élections. Alors donc, ça veut dire c'est pas la peine. Quand la machine à voter n'est pas reprise dans la loi électorale, elle est même interdite. On n'a pas le vote électronique en République démocratique du Congo. Donc c'est une illégalité absolue. Donc, et ce que dit Martin Fayoulou... Il n'y aura pas d'élection en décembre. Non, du tout. Au jour d'aujourd'hui, nous avons encore la possibilité d'imprimer les bulletins de vote. Il y a la possibilité. Même Monseigneur Mbongo l'a bien dit, une élection présidentielle avec des bulletins de vote est possible. Et nous disons c'est possible aujourd'hui. Et nous mettons en demeure Monsieur Nanga de respecter la loi électorale. Nous mettons en demeure Monsieur Nanga de nous donner des bulletins de vote. Et Martin Fayoulou, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi demandent à la population de ne pas boycotter, de se présenter en masse devant tous les bureaux de vote et de dire à M. Nanga, s'il n'y a pas de bulletin, nous prendrons ces bulletins et nous mettrons le nom du président que nous voulons. Ce ne sera pas un vote électronique dont on transmettra des coordonnées. Pour ceux qui nous regardent, c'est plutôt des machines à voter. Ce sont des machines à voter pour contourner le vote. Corneille Nangaa est le président de la commission électorale nationale indépendante. Qui n'a rien d'indépendant. Et dont la machine à voter n'est pas reprise dans la loi électorale. Vous nous avez fait honneur. Pardonnez-moi. Je ne ferai jamais honneur à quelqu'un qui viole la loi. J'étais président de l'Assemblée nationale. On respecte la loi. Corneille Nangaa viole la loi. Pardonnez-moi, Alexandre. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Nicolas Vecchi-Django, Olivier Camille, s'il vous plaît. Pardonnez-moi. Alexandre Kiedi. De votre côté, Félix Tshisekedi, lui, s'est dit prêt à aller aux urnes, même avec ses machines à voter. Pourquoi on l'a dit? Pourquoi? Parce qu'on savait d'avance qu'il y aurait un problème pour ça. Parce que au pays... Si c'est un problème, pourquoi y aller? Non, on voulait coincer Kabila. On voulait qu'il aille jusqu'au mur.
Comme ça, tout le monde entier verra qu'il est incapable d'organiser des élections, qu'il ne veut pas organiser des élections. Le 23 décembre sera la plus grande manifestation convoquée par le pouvoir pour le chasser, parce que nous voulons des bulletins. Nicolas Wetchi-Djongo, les partenaires étrangers de la République démocratique du Congo ont été tenus à l'écart de ce scrutin. Antoine Glaser évoquait notamment l'absence d'observateurs de l'Union européenne, mais plus généralement, la République démocratique du Congo a refusé toute aide financière ou logistique, même des Nations Unies, dont on sait que la MONUSCO est la première force de mission de maintien de la paix dans le monde. Expliquez-nous pour quelles raisons. Vous avez, dans votre introduction, parlé d'une longue liste de nos hommes politiques qui sont aujourd'hui sur interdiction et pas mal de sanctions européennes. Je vous ai succinctivement précisé que ces gens-là méritent un procès. Quand on veut sanctionner, la moindre des choses pour un intellectuel, c'est d'être devant une commission pour se faire entendre et échanger suffisamment. Chose qu'on n'a pas fait avec nos hommes politiques. Monsieur Olivier connaît si bien. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous voulons avoir un chef d'État élu par sa population. Ça empêche des observateurs Nous étrangers. avons souhaité. Ça empêche une aide financière. Nous n'avons pas eu besoin d'avoir cette aide financière. Elle était nécessaire il y a 2 ans, puisqu'elle a expliqué le report. Non, elle était nécessaire il y a 2 ans. Au jour d'aujourd'hui, nous mettons à l'avant notre capacité d'être indépendants. Notre souveraineté, nous souhaitons la mettre à l'avant. Nous disons pour... D'ailleurs, reprendre un exemple du propos tenu par une personnalité de haut rang chez nous. Quand on veut aujourd'hui faire un enfant avec sa femme, on n'a pas besoin de témoins. Nous n'avons pas besoin d'avoir quelqu'un à nos côtés pour réaliser ce que nous sommes en train de réaliser en ce moment. Nous avons donc le candidat numéro 13, Emmanuel Shadari, qui est... sans beaucoup de contestations, c'est une fraude massive à huis clos. Antoine Glaser. C'est simplement ce qu'on veut Antoine Glaser. Juste une chose qu'il faut savoir, c'est que le président Joseph Kabila a demandé le départ de la MONUSCO. Ça veut dire habitement, vous êtes dans le monde entier, les gens ils demandent à ce qu'il y ait les Nations Unies. Oui. Il a demandé le départ de la MONUSCO. Alors même, ça c'est ce qui se... Alors même que la situation reste quand même très difficile, au Nord Kivu, dans le Kasaï, 3 personnes ont été décapitées dans le Kasaï, d'ailleurs des militants. Remettons les choses en perspective. On veut organiser une fraude massive à huis clos. On a violé l'accord de la CEDEAO. C'est l'unique langage qui peut gagner aujourd'hui parce que... Pourquoi ne libérez-vous pas les prisonniers politiques? Vous êtes aux abois. Pourquoi n'autorisez-vous pas les manifestations publiques? Olivier Kamitatou, J'aimerais simplement sur cette question. Quand on est fier de mettre son argent, quand on est fier de sa souveraineté, eh bien, on le montre au monde entier. Et on demande à tous les témoins de venir. On ne se cache pas. Quand on est fier de ce qu'on fait, on ne le se cache pas, on le montre et on est transparent. On ne veut pas des élections crédibles, des élections transparentes dont les résultats seront opposables à tout le monde. Le vrai problème du faux scrutin qu'on veut organiser avec ces machines à voter, ça ne va pas résoudre le problème de la légitimité du pouvoir. Quel que soit celui qui sera vainqueur du côté de la majorité. Aujourd'hui, il ne sera jamais reconnu par les Congolais. Pour vous, l'élection est jouée. Pour vous, l'élection n'est pas jouée parce que nous allons déployer. Qui va s'organiser royalement et de manière honnête. Parce que nous exigeons. Nous allons avoir pour une fois un chef d'État sortant et un chef d'État qui arrive, et ça va être monsieur... Avec les mains pleines de sang, avec des prisonniers politiques, avec des fausses communes. Je n'arrêterai pas de vous dire que vous avez participé. Vous savez que nous avons une justice au pays. Demandez à Franck Diongo, à Eugène. Demandez à Diogo, à Mouyambo. Demandez à tous les activistes des droits de l'homme qui sont arrêtés, qui est responsable. Alexandre Kiyedi, on ne s'entend plus. S'il vous plaît, Nicolas Wetchi-Djongo, Alexandre Kiyedi, est-ce que vous regrettez-vous l'absence de ces observateurs? Est-ce que vous la comprenez? Est-ce que vous pensez qu'il faut, c'est une question de souveraineté aussi, de laisser la République démocratique du Congo organiser seule, financièrement, logistiquement et sans observateurs, ce scrutin? Ça, j'en veux pas, je ne crois pas. Au monde, tous les pays du monde ont toujours été aidés par les autres. De toute façon, c'est un cauchemar pour vous. Hein. Moi, je regrette largement que les observateurs étrangers ne soient pas là. J'aurais préféré qu'ils soient là. S'il vous plaît, Nicolas Wetchi-Djongo. Par exemple, la MONUSCO aujourd'hui. La MONUSCO est aujourd'hui l'œil, la bouche et le nez du monde entier.
pour les problèmes du Congo. On ne peut pas le faire partir comme ça. Kabila avait assassiné les Congolais sans qu'il y ait des témoins. Non. La MONUSCO a droit de rester au Congo. Il nous gêne en quoi? Merci Alexandre Kiyedi. Merci également à Nicolas Vecchidi Django, à Olivier Kamitatou et Antoine Glaser d'avoir participé à ce débat. C'est maintenant terminé. À suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24. Koyinda balobi nete komelengi balobi nete indi Johnny Image balobi bana poto tu bana États-Unis balobi toya na Afrique tokene na Asie tokekuna na Amérique partout babe internet komelengi Johnny Image babi Johnny Image TV.com site musute na kata Congo na kata Afrique na kata monde na kata États-Unis balobi to wana site musute kaka Johnny Image babi Johnny Image ne okomona ba information ya solo okomona image ya solo oya mboka na biso idéologie ya solo balobi nete komelengi di nga babino papa lienzi soki na lobi bo seke eza vrai na confirmer bino bibi chichala la mama na Dolphine na New York ndimela ngai po eza idéologie eza ya kokuba balobi oyo bore oyo elokoko balobi johnimage.com johnimagetv.com eloko mosusu te yo moto wana mikili wana États-Unis oza na Afrique oza wapi wana libala na yo lingo bala oza na eloko na yo moko lingo sala ozoluka maison moko ya production ozoluka maison baza na matériel baza na bacaméra solo bafilme yo contacte mba moko johnimage.tv.com na Canada na États-Unis na New York na Belgique na France na Allemagne na Suisse na Congo Kinshasa balobi bureau ya John Image Pezali nga babino na ebisi bino lianzi fumutoto balobi soko balaka bala po John Image aza na bureau ya makasi akoya na matosi caméra ya solo caméra volant ekofilme na libala na yo ezotambola lokola mutuka di nete komelengi to ratete balobi johnimage.tv.com akangi nyonso vedi nyonso nano erata te di ya poto na kati ya Kinshasa onga na bali kaka sika na oluka nana kofilme nga ya bien mais John Image ye ateli bino bureau ya kitoko na kati ya Kinshasa oyo bore oyo eloko Image TV babi bolanda États-Unis ezobelela